Si vous étiez vous-même une relique culturelle, qu'est-ce qui vous inquiéterait le plus? Ne pas être bien protégé ou être oublié par le monde? Je voudrais d'abord tester Sabening. Quoi, me tester? La Chine a 4 sites mixtes du patrimoine mondial. J'ai presque tout visité. Quel type de site est la Grande Muraille? Le Grand Canal, les grottes de Moga, Jiuzhaigou, Rosil, 56 sites inscrits au patrimoine mondial, 2000 en ligne. Un si grand nombre, mais pas un chez nous. Le deuxième samedi de juin, c'est la journée du patrimoine culturel et naturel. Que protège-t-on en fait? J'espère pouvoir utiliser du code pour conserver dans notre mémoire les artefacts du monde réel. Juste laisser une trace sur cette planète pour prouver que nous avons existé. Non seulement le transmettre lui-même, mais aussi transmettre l'esprit qu'il y a derrière. Ça répond simplement à la question, qu'est-ce que la Chine? Bonjour à tous, bienvenue à Magistral. Je suis votre hôte, Sabening. Bienvenue à tous. Bienvenue aux spectateurs ici présents ainsi qu'aux internautes qui nous suivent en ligne. En 2006, la Chine a décrété que le deuxième samedi de juin serait désormais la journée du patrimoine culturel. En 2017, elle a été rebaptisée Journée du patrimoine culturel et naturel. Ce riche héritage culturel témoigne des 5000 ans d'histoire de la civilisation de la nation chinoise. Il porte également l'empreinte du temps, provoquant l'émerveillement. Aujourd'hui, partageons ensemble la vie passée et présente de ces sites. Des applaudissements pour notre invité du jour, Guan Tiang, directeur adjoint de l'administration nationale du patrimoine culturel. Bonjour, Monsieur Guan. Chers condisciples, merci à tous, asseyez-vous. On a été à la même université, mais je n'ai pas étudié l'archéologie. J'ai tout de même des liens avec cette discipline, parce que pendant mes études, le département de droit et celui d'archéologie étaient côte à côte. Le dortoir des étudiants en archéologie était voisin du nôtre. C'est dans les années 80 Oui, en 1981. que vous avez commencé vos études au département d'archéologie. Aujourd'hui, l'archéologie est de plus en plus populaire, tout comme les vestiges culturels. Mais à vos débuts, on boudait cette discipline, non? À cette époque, l'archéologie était impopulaire, contrairement à ces dernières années. De nos jours, de nombreux jeunes souhaitent étudier l'archéologie. Vous vous souvenez que pendant l'épidémie en 2020, il y avait une candidate du Hunan fortement influencée par Fan Jingche, l'ancienne directrice du musée de Dunhuang. Elle demandait à faire ses études à l'Institut d'archéologie et de muséologie de l'Université de Beijing. On en a parlé dans tous les médias. Dans le pays, des enseignants professionnels et des membres du personnel d'agences de protection culturelle l'ont encouragée. Plus tard, elle est devenue la favorite du département d'archéologie de l'Université de Beijing. Non seulement le métier d'archéologue est populaire aujourd'hui, mais un public nombreux, notamment les jeunes, veut aller dans les musées. C'est aussi une mode. Ce choix des jeunes, leur soif, leur aspiration à la culture a vraiment ouvert un nouveau monde dans ce domaine. On a créé la journée du patrimoine culturel et naturel dans l'intention de permettre au grand public de se rapprocher du patrimoine, de s'y promener, de dialoguer avec lui. Le thème de cette année est protection des vestiges culturels, progrès dans le temps, partage avec le peuple. On espère que cet engouement pour le patrimoine culturel apportera plus de bonheur aux gens et de progrès à la société. Testons ces 4 intervenants. La Chine contre 4 sites mixtes inscrits au patrimoine mondial. Qui peut en nommer un ou deux? Le mont Tai, les monts Huang, le mont Emei, le grand Bouddha de Leshan et le mont Wuyi. Leshan et le mont Emei comptent pour un site. Tout à fait. Le mont Tai n'est pas seulement le premier site mixte de Chine, mais du monde. Reprenons le test. Pas lui, mademoiselle.
Quel type de site est la Grande Muraille? Un site culturel. Quelle rapidité! Elle n'a pas hésité. Il s'agit d'une construction. Oui, la Grande Muraille, le Grand Canal, les grottes de Mogao, la Cité interdite sont tous des sites culturels. Les sites du patrimoine naturel sont assez épargnés par l'empreinte humaine comme la vallée de Jiuzhaigou ou le Hosil. Pourquoi des montagnes sont-elles des sites mixtes? Parce qu'en Chine, on y trouve de nombreuses constructions traditionnelles. On voulait en savoir plus sur vous avant que vous ne prononciez votre discours. Par conséquent, notre équipe de production a pris la liberté de vous définir en 4 expressions clés à partir de ces maigres connaissances. Pensez-vous que ces 4 expressions vous décrivent avec justesse? Un peu, mais peut-être qu'elles me surestiment toutes. Voyageur du temps. Avez-vous grosso modo compté les vestiges culturels que vous avez vus? Il y en a combien? Je n'ai pas compté. Ils sont trop nombreux? Il y a le mobilier et l'immobilier. Ce dernier est plus facilement dénombrable, mais pour ce qui est des objets, on peut parfois en trouver beaucoup lors de fouilles. Vous devez avoir vu tous les trésors nationaux de Chine. Oui, les plus importants. Monsieur Guan est très modeste. Se basant sur leurs connaissances et leur curiosité à votre égard, nos 4 jeunes d'aujourd'hui ont choisi chacun un mot-clé pour vous poser une question. Je m'appelle Yang-Su, je suis un ingénieur numérique du patrimoine culturel et je voudrais d'abord tester Sabening. Il faut établir des correspondances. En haut, ce sont 3 statues de grottes. Sabening, pouvez-vous relier chacune d'elles à la dynastie correspondante? Pas de problème. Mais qu'est-ce que je dis? Il semble que la dynastie des Wei du Nord a une caractéristique. Je crois qu'on peut reconnaître cette période aux vêtements. À Dunhuang, les statues de la dynastie des Wei du Nord et celles des Tang se distinguent par leurs vêtements. Je me lance. La 3e date bien des Song, tandis que les 2 autres sont intervertis. Vous le savez, en fait. J'ai raison? Félicitations. Loger à côté du département d'archéologie a certains avantages. On les entend discuter tous les soirs. L'image au milieu est une statue de la dynastie des Wei du Nord. Celle-ci a été fondée par d'anciens nomades du Nord, principalement de l'ethnie Xianbei. Par conséquent, cette statue a un visage relativement large, un front assez plat et des yeux un peu grands. Le visage est plutôt carré. On voit la différence avec celui de la statue datant des Tang, à gauche. À cette époque, les rondeurs étaient un critère de beauté, donc les statues ont un visage replet. Comme un bébé. Oui, celle-ci a aussi un léger sourire bienveillant. De nombreux touristes étrangers l'appellent la Joconde de l'Orient. Cette statue de la dynastie Song est encore plus figurative. Les joues, surtout, sont un peu plus minces. Il y a une certaine ressemblance avec les gens d'aujourd'hui. C'est la scène la plus spéciale que j'ai jamais vue. Un jeune informaticien présentant des vestiges culturels, un expert en archéologie. Mon travail consiste principalement à transposer ces artefacts du monde réel dans le monde virtuel. La question que je veux poser aujourd'hui est la suivante. Quels sont les moyens de faire vivre le patrimoine culturel ? Si on veut bien le conserver, surtout pour mieux le montrer au monde et le faire connaître, il faut l'étudier. Je pense que la technologie joue un grand rôle à cet égard. Par exemple, en 2020, pendant l'épidémie, les musées étaient fermés. Pour répondre à la demande du public, on a mobilisé les unités culturelles à travers tout le pays
en particulier les musées, pour que se tiennent des expositions numériques à visiter en ligne. Ce fut le cas pour les grottes du mont Tianlong. De nombreuses têtes de statues de Bouddha qui s'y trouvaient ont été dispersées. Afin de donner une meilleure vision de l'état général des grottes, leur musée a consacré 6 ans pour se rendre dans 9 pays et plus de 30 musées, dont le British Museum, le Metropolitan Museum et certains musées en Chine. Il a collecté des informations sur plus de 100 têtes de statues Bouddha via numérisation. Il a ensuite fait une exposition avec les reconstitutions virtuelles des 11 grottes principales du mont Tianlong. Comme Yang-Su, de nombreuses personnes utilisent les connaissances qu'elles ont acquises, notamment les moyens numériques, pour que nos vestiges culturels soient mieux découverts, préservés et surtout diffusés. C'est le rôle que joue la technologie dans la protection du patrimoine. Merci à vous. Merci, Monsieur Guan. Je m'appelle Wu Ya et je suis concepteur. Concernant la définition jeune innovateur, j'ai quelques réflexions et idées. Comme vous pouvez le voir, ces glaces populaires sur Internet, ainsi que d'autres choses comme de petits autocollants, sont vraiment jolies. Mais quand on a fini de manger et qu'on a jeté le bâton à la poubelle, on oublie tout. Personne ne semble retenir quoi que ce soit avec ce produit. Quand on fait de la création culturelle, on innove beaucoup. Mais comment trouver un équilibre entre l'aspect culturel et la création ? L'attribution de l'étiquette « jeune innovateur » vient peut-être surtout de l'exploitation de façon créative de la culture et du développement innovant. On doit vraiment faire en sorte que nos travaux répondent aux besoins de notre époque et du grand public grâce à un peu d'innovation, de créativité et de création. C'est aussi l'objectif auquel nous travaillons dur depuis ces dernières années. Cependant, comme vous l'avez dit, comment la culture et la création peuvent-elles être toutes deux gagnantes ? La culture désigne principalement les phénomènes historiques et civilisationnels, ainsi que les croyances que contiennent les vestiges. La création, quant à elle, implique l'innovation, l'originalité et surtout un sens de l'esthétique pour attirer les jeunes contemporains. Les deux peuvent être mieux intégrés. Concernant les Esquimaux dont vous avez parlé, il me vient une idée. C'est très facile à faire. Prenons celui de Sansingdoi par exemple. Sur le bâtonnet, il pourrait y avoir l'inscription « Grand masque de bronze » et au dos le nombre d'années. C'est juste quelques indications, mais c'est très intéressant. Avant de manger, vous ne le savez peut-être pas, mais après si. On peut concevoir ce genre de choses. Ça ne demande pas beaucoup de travail, mais c'est amusant. Oui, ça demande des efforts de tous les côtés. Vous êtes du Hubei, non ? Son musée provincial recèle de nombreux trésors. Il y a un vase en porcelaine bleu et blanc des 4 amours du XIIIe siècle. J'en suis un parrain. Oui, c'est pour mettre en évidence de nombreux éléments clés du patrimoine culturel et en faire des produits 4 saisons afin qu'on puisse toujours les voir en temps ordinaire. Ce n'est pas seulement pour les admirer, mais aussi pour diffuser des connaissances. Pour ça, il faut des éléments culturels. Ma femme est canadienne. Elle a acheté une grande quantité de rouge à lèvres à la cité interdite pour les offrir à ses proches de retour au pays. Quand on lui demandait ce que ça représentait, elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas expliquer les motifs, mais elle pouvait dire que ça venait de Chine, que c'était unique. Je pense que parfois ça suffit. Si une personne sur 10 est intéressée et commence à se documenter, je pense que l'objectif est atteint. Espérons que grâce aux efforts de chacun, nous formerons une voix chinoise, une saveur chinoise, et je pense qu'ainsi, nous gagnerons.
Je suis Yuan Mengxi de l'Institut de recherche sur le patrimoine culturel de Chine. Comment faire en sorte que les éléments du patrimoine jouent encore mieux leur rôle de messager des échanges culturels entre la Chine et les autres pays? Les vestiges culturels sont des choses matérielles. Il est facile de faire écho parmi le public par le biais d'expositions. D'un certain point de vue, ils transcendent les nations. C'est le patrimoine commun de l'humanité. Ils appartiennent à la fois à la Chine et au monde. Par conséquent, la collaboration dans ce domaine constitue une part importante des échanges culturels entre les pays. Ces dernières années, en particulier au cours de la dernière décennie, il y a eu plus de 300 expositions de vestiges culturels organisées à l'étranger. D'autre part, il y a l'archéologie. Avant, on en faisait généralement qu'en Chine. Maintenant, on va dans de nombreux pays. On participe à plus de 40 projets coopératifs de fouilles archéologiques dans plus de 20 pays, en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique. Un autre exemple, votre institut mène de nombreux projets d'aide à l'étranger. Y compris à Angkor Wat. Exactement. C'est le premier projet du genre. Maintenant, la Chine mène 11 projets dans 6 pays environnants. Yuan Mengxi a visité l'ancienne cité de Khiva en Ouzbékistan, n'est-ce pas? Elle est connue comme la ville lumière de la route de la soie. Et ils ont fait beaucoup de travaux de ce genre. Grâce à ces projets à l'étranger, on diffuse non seulement nos concepts et technologies, mais également la culture et la vaste et profonde civilisation chinoise. Je suis Maline du musée de la Cité interdite. Vous voyez, je savais qu'ils étaient tous des professionnels parce qu'ils répondent vite à nos questions. J'ai eu la chance de participer à l'organisation de l'exposition Qu'est-ce que la Chine? Dans ce processus curatorial particulier, j'ai eu des petits problèmes. Pensez-vous que pour le public, il existe un seuil à franchir pour visiter les musées et apprécier les vestiges culturels? De notre côté, comment pouvons-nous mieux raconter l'histoire de la Chine dans la manière de présenter les pièces exposées? Il y a un dicton qui dit que ce qui n'est pas au musée est sur son chemin. Pour les gens ordinaires, il n'y a pas de seuil d'appréciation. Mais pour nous, il y en a, n'est-ce pas? C'est parce qu'on veut raconter de belles histoires à la société et aux gens. Il faut donc certaines compétences, au moins la capacité de bien interpréter les vestiges culturels. Ça nécessite des connaissances professionnelles, ainsi que d'utiliser des moyens faciles à comprendre et vivants, comme la numérisation, dont on a parlé. Il faut tenir compte des différences d'âge et de milieux culturels. On ne s'adresse pas de la même manière à des professionnels, des gens ordinaires et des enfants. Vous devez utiliser différentes méthodes narratives ou formes d'expression. Bien raconter, savoir diffuser et promouvoir la brillante culture traditionnelle chinoise dans le monde, c'est une compétence. Donc à cet égard, il y a un certain seuil. En tant que personne ordinaire, je m'estime heureux de vivre actuellement dans ce pays. Tant de professionnels organisent des expositions pour nous. Ils font de leur mieux pour présenter l'héritage de l'ancienne civilisation chinoise. Passons à la suite. Monsieur Guan a préparé 4 questions pour la centaine d'internautes en ligne ainsi que le public sur place. Voyons où se situe notre seuil. Première question. Quel a été le premier musée créé par les Chinois? A. Le musée national de Chine. B. Le musée de Nantong. C. Le musée du Liaoning. C'est très intéressant. Il y a 3 échelons. Un musée national, un musée provincial et un musée municipal. Qu'est-ce que ce dernier a de particulier? Pourquoi est-il dans la liste? Je choisis le musée de Nantong. Vous voyez, tout le monde pense comme moi. Réponse A, 6%. Réponse B, 70%. Réponse C, 22%. Ça montre que la plupart des gens savent ça. Hein? C'est vraiment la réponse B?
C'est B. En 1905, l'industriel et éducateur Zhang Jian a construit un musée dans sa ville de Nantong. Dans les années 1860-70, il y avait des endroits appelés musées dans certaines régions de Chine, mais tous avaient été fondés par des étrangers. Là, c'est le premier créé par les Chinois eux-mêmes. Mais c'est public, c'est ouvert à tous. Le musée national de Chine se trouve maintenant sur la place Tiananmen. Il est né en 1912, lors de la création de son bureau préparatoire. Quant au musée du Liaoning, son histoire remonte à la création du musée du Nord-Est le 7 juillet 1949. Ils ont tous une histoire. Félicitations à ceux qui ont répondu correctement. Deuxième question. Que représente le caractère Wu de la porte du Midi de la cité interdite à Beijing? A. Le temps. B. La position. C. Un phénomène céleste. Cette question est difficile. On sait que ce caractère... Laissez-moi regarder vos réponses. Voyons ce qu'en pense celui qui travaille là-bas. Dragon azur de l'Est, oiseau vermillon du Sud, tortue noire du Nord. Au hasard, je choisis A. Voyons les résultats du sondage. B, 74%. A comme moi, seulement 15%. C, 11%. La réponse est... C'est B. Heureusement que je n'ai pas choisi C, qui n'a fait que 11%. C'est parce que c'est la porte la plus au sud de la cité interdite. Dans le passé, selon les rites des Zhou, il y avait 5 portes, 3 cours et 9 rangées. La porte du Midi est située au milieu de l'axe central et fait face au sud. Le caractère désigne donc l'orientation. Je me suis trompé, je ne le savais pas. Troisième question. Jusqu'à présent, combien de biens culturels meubles appartenant à l'État ont été recensés en Chine? A. Plus d'1 million. B. Plus de 10 millions. C. Plus de 100 millions. Les biens culturels meubles. Ceux appartenant à l'État. Généralement, ils sont conservés dans les musées ou d'autres institutions. C'est très pointu. Quoi qu'il en soit, c'est toujours utile de procéder par déduction. Plus d'1 million, c'est trop peu pour l'immense Chine. Plus de 100 millions, c'est un peu trop. En moyenne, ça ferait un bien culturel pour 10 personnes, ce qui est rare et précieux. Ma réponse est plus de 10 millions. Regardons les résultats des votes. A. 48% ont choisi plus de 100 millions. Près de la moitié. Exactement. La bonne réponse est en effet plus de 100 millions. De biens culturels meubles publics. L'État a spécialement lancé un recensement des biens culturels meubles, mais juste ceux appartenant à l'État. Ce recensement concerne les objets et les livres anciens. Ah, les livres aussi. Le nombre est de 108 millions de pièces, ensemble compris. Plus de 60 millions de pièces sont conservées dans les musées publics. C'est déjà plus que vos 10 millions. J'étais loin du compte. Le musée du Palais impérial en compte à lui seul 1 860 000. Dernière question. De quel trésor national provient le logo du patrimoine culturel chinois? A. L'oiseau soleil d'or. B. Le cheval volant. C. Le Zun des 4 béliers. Ça, je sais à peu près. Le cheval volant est le symbole du tourisme chinois. On l'élimine. L'oiseau soleil d'or et le Zun des 4 béliers sont tous deux très précieux. Le logo du patrimoine culturel, l'oiseau soleil d'or. Si je me trompe encore, je m'en vais. Résultat des votes. J'ai bon. 72% ont choisi A. Oui, ils sont nombreux à avoir raison. Vous n'avez pas remarqué l'insigne que je porte? L'artefact lui-même a été trouvé sur le site de Jinsha en 2001.
Beaucoup de gens confondent Tinsha et Sansingdui. Les deux sont liés. Sansingdui est un peu plus ancien, Jinsha un peu plus tardif. Aujourd'hui, certains érudits pensent que les deux époques sont en partie liées. Autrefois, on pensait qu'elles s'étaient succédées. Lors de la sélection de l'insigne, on a fait un appel dans tout le pays. Finalement, on a pensé que ce symbole reflèterait mieux la cohésion et la force centripète de notre culture traditionnelle, ainsi que notre esprit de progrès. Finalement, l'administration nationale du patrimoine culturel a décidé de l'utiliser pour le logo. Les Chinois commencent à accorder de plus en plus d'attention à l'importance de leur patrimoine culturel pour chacun. Monsieur Guan, le moment est venu d'écouter votre discours. La parole est à vous. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous parler de la protection du patrimoine culturel et des progrès dans le temps. Je travaille à la conservation du patrimoine culturel depuis plus de 30 ans et beaucoup de choses m'ont impressionné. Je veux vous en faire part. Aujourd'hui, la Chine compte 56 sites inscrits au patrimoine mondial, dont 38 culturels, 14 naturels et 4 mixtes. Vous êtes peut-être nombreux à vous demander pourquoi demander à figurer sur cette liste. Ces sites sont des repères culturels et des symboles spirituels très importants de notre pays. Ils incarnent l'esprit de la Chine et reflètent les créations de nos anciens. Ils montrent la splendeur de notre civilisation plurimillénaire. En un sens, ce sont nos racines et notre âme. Les inscrire sur cette liste permet à la communauté internationale et au monde entier de mieux comprendre la Chine. Grâce à ce dialogue, nous pouvons nous rapprocher davantage. Je vais partager avec vous l'histoire de notre candidature au patrimoine mondial. En 2014, la Chine a fait inscrire 2 biens sur la liste du patrimoine culturel mondial, le Grand Canal et le réseau de routes du corridor Chang'an-Tianshan des routes de la soie. Il s'agit de 2 immenses éléments du patrimoine linéaire. Le Grand Canal traverse le pays du nord au sud. C'est le canal le plus ancien, le plus imposant et le plus long de Chine. Il concerne 8 provinces, 27 villes, 27 sections fluviales et 58 sites, ainsi que plus de 300 millions de personnes. Le réseau du corridor Chang'an-Tianshan de la route de la soie est un projet transnational. Il s'agit non seulement du premier du genre en Chine, mais aussi en Asie. Pour son inscription sur la liste du patrimoine mondial, il a fait l'objet d'une candidature transnationale déposée par la Chine, le Kazakhstan et le Kirghizistan. Il compte 33 sites et s'étend sur plus de 5000 km. Sur ces 33 sites, 22 sont en Chine. Il a été très difficile de faire inscrire en même temps ces 2 projets sur la liste du patrimoine mondial. La candidature de cette section de la route de la soie a nécessité beaucoup de coordination avec les organisations internationales et les pays concernés. Chacun a des idées, des cultures, des savoirs et des connaissances historiques différents. En 2013, la Chine a officiellement soumis à l'UNESCO les demandes d'inscription du Grand Canal et du réseau du corridor Chang'an-Tianshan de la route de la soie. Comme je l'ai dit, l'un compte 58 sites et l'autre 22, soit un total de 80. Tous ont fait l'objet de travaux, comme des fouilles, des recherches, des clarifications et des expositions. C'était très difficile de faire les 2 en même temps. Les organisations internationales nous ont donc proposé de faire une seule demande et d'attendre l'année suivante pour l'autre. Mais on avait travaillé dur pendant tant d'années et la population locale y plaçait beaucoup d'espoir. Pourquoi attendre? C'était difficile, mais on devait réussir. En fin de compte, je pense qu'ils l'ont peut-être ressenti. L'impact qu'a eu la réalisation du Grand Canal par les travailleurs de la Chine ancienne et notre travail sérieux et acharné a convaincu tout le monde. Finalement, les membres du comité du patrimoine ont également convenu d'inscrire le Grand Canal sur la liste.
Dans une certaine mesure, les demandes d'inscription au patrimoine mondial constituent une sorte d'engagement au niveau national et international. Ça reflète la confiance et la détermination de notre pays, de notre gouvernement et de notre peuple à chérir le patrimoine culturel et à le protéger. En vue d'inscription sur la liste de l'UNESCO et pour une meilleure mise en valeur, on le fera davantage connaître à travers des travaux archéologiques. Ces derniers constituent une des bases de la protection des sites culturels. Ils permettent de comprendre ce qui n'était pas clair jusqu'alors. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2019, on a fait inscrire les ruines de la cité de Liangzhu au patrimoine mondial. Therefore, I declare the draft decision 43.8b.15 adopted. C'est à travers le travail de l'archéologie que le patrimoine se révèle progressivement au monde. Je me souviens d'un célèbre archéologue britannique, Colin Renfrew, qui a déclaré que la complexité et le système de classe du site de Liangzhu peuvent être considérés comme répondant aux normes d'un État. C'est l'origine de la civilisation chinoise. Les Occidentaux croient que la civilisation chinoise a plus de 3000 ans, mais l'inscription de la cité antique de Liangzhu sur la liste du patrimoine mondial prouve qu'elle remonte à 5000 ans. Je pense que c'est aussi le pouvoir de l'archéologie. Les découvertes archéologiques prolongent l'axe de notre histoire et peuvent renforcer la crédibilité de notre histoire. En discutant avec Sabening tout à l'heure, j'ai également dit que c'était éprouvant de faire de l'archéologie, surtout quand j'étais un étudiant. Il y a 40 ans, on avait pour simple équipement une pelle à la main, un gant de protection, une boussole, parfois une petite et une grande planchette, et dans le meilleur des cas, un appareil photo avec une pellicule noir et blanc. Mais au fil des ans, de nombreux nouveaux autres moyens ont été utilisés en archéologie. Ce que les gens connaissent le mieux, c'est probablement Sansingdui. Là-bas, lors des fouilles, on utilisait déjà des cabines. Une fois que l'équipe d'archéologues a pris des échantillons sur le site, elle peut immédiatement les analyser. Les méthodes se diversifient de plus en plus. Par exemple, l'archéologie sous-marine a commencé en Chine dans les années 1980. À l'époque, de nombreux étudiants ont dû partir à l'étranger pour apprendre la plongée. Au début, on louait des bateaux de pêcheurs, mais au fil du temps, on a parcouru un long chemin. Un événement important a été la remontée à la surface de l'épave du Nanhai 1. On l'a récupéré dans son intégralité en l'entourant d'un caisson qu'on a ensuite remonté et chargé dans un navire. C'était une opération relativement avancée dans le monde à cette époque. En 2014, la Chine avait son propre navire d'archéologie sous-marine, le Zhongguo Kaogu 1. Ce bateau effectue souvent des travaux archéologiques dans la mer de Bohai, en mer Jaune et en mer de Chine méridionale. En mars 2022, vous avez peut-être vu la cérémonie de lancement du repêchage de l'épave du vieux navire Changjiangkou 2. Si tout se passe bien cette année, il sera remonté. Le navire a été baptisé ainsi car son épave est à l'embouchure du Yangtze, où le courant est relativement rapide et la visibilité sous l'eau quasiment nulle. Ça requiert donc des technologies plus modernes, incluant divers sonars et données de détection. Il nous a fallu 6 ans pour connaître l'état de cette épave préservée. On l'a également modélisée en 3D. Ce modèle a été réalisé grâce au relevé 3D de 270 millions de points à partir de 51 stations. Grâce aux données, on sait qu'il s'agit d'un grand voilier en bois vieux d'environ 150 ans, datant probablement du règne de l'empereur Tongzhi de la dynastie des Qing. De nos jours, il mesure plus de 38 mètres de long, 4 mètres de haut et compte 31 cabines, ce qui en fait le plus grand navire marchand en bois que nous ayons trouvé à ce jour. Cette fois, c'est aussi un repêchage intégral. Mais contrairement au Nanhai 1, qu'on a remonté dans une cage en fer hexaédrique en bas de laquelle on a inséré des traverses, cette fois on en utilise une plus avancée. Cette dernière permet d'enserrer l'épave, de la soulever et de la placer sur un bateau spécial. Ensuite, elle la déposera sur une jetée du Huangpu,
Cet ancien dock sera transformé en musée des épaves à l'avenir. Les professionnels de la protection du patrimoine y travaillent. Le public pourra ainsi venir regarder. Maintenant, on a recours à de nombreuses technologies dans notre domaine. Prenons par exemple Dunhuang, dont les gens connaissent des expositions numériques. Le musée de Dunhuang possède également le seul centre d'ingénierie du secteur de la protection des vestiges culturels, où un laboratoire de couplage multichamp a été établi. Il peut réellement simuler diverses situations, comme l'hiver, l'été, le vent et la pluie. Il dispose de plusieurs cabines qui simulent des températures allant de moins 30 à plus de 60 degrés. On peut y simuler un taux d'humidité allant de 10 à 90%. Ils font subir aux spécimens les mêmes conditions météorologiques extrêmes que subissent les sections de la Grande Muraille. Les nombreux détecteurs permettent de savoir le rythme et l'étendue des dégradations et quels matériaux utiliser pour réparer. Les moyens scientifiques et technologiques jouent un grand rôle dans la protection du patrimoine, l'archéologie et d'autres domaines. Lors du gala de la fête du printemps, la tête de statue de Bouddha de la niche principale de la grotte numéro 8 de Tianlongshan est apparue sur scène. Comment a-t-on prouvé son authenticité? À son retour, on a invité beaucoup d'experts pour procéder à son identification physique. Comme on avait d'anciennes photos d'elle, on a comparé. On a constaté que la forme du visage dans son ensemble et la légère détérioration de la joue droite étaient exactement identiques. On a spécifiquement analysé le nez. Il s'est avéré que ça n'allait pas. Sa pose était ultérieure, même si le matériau est le même. De plus, le gros grain de beauté sur le front n'est pas sur la photo. On a rapidement fait une analyse. En fait, à l'époque, cette tête de Bouddha était peinte. Après son vol, à cause du temps ou une autre raison, cette impureté du matériau a été mise à nu. En fait, il y avait un caillou à l'intérieur. Il y avait une autre méthode. On s'est rendu sur place pour analyser les compositions chimiques de la tête et du reste de la statue. On constate qu'elles sont identiques, étant donné la faible marge d'erreur. Par conséquent, c'est avec certitude qu'on affirme qu'il s'agit de la tête de Bouddha dans la niche principale de la grotte numéro 8 qui avait disparu. La soirée de gala terminée, on a immédiatement envoyé cette tête de statue de Bouddha au musée Luxun de Beijing. Le jour de l'an, une exposition temporaire s'y tenait. Elle a attiré un nombre record de visiteurs dans l'établissement depuis des années. En fait, ça devient de plus en plus à la mode de visiter les musées. Les statistiques montrent que ces dernières années, le nombre de nos musées a été multiplié par 1,5, mais que celui des visiteurs a doublé. Beaucoup de gens, moi y compris, vont d'abord dans le musée qui présente le passé et l'avenir du lieu dans lequel ils arrivent, que ce soit un pays ou une ville. Les expositions qui s'y tiennent permettent de découvrir son histoire et son présent. Les musées sont le lieu où notre histoire et le présent se rencontrent, où le dialogue s'établit. On y apprend beaucoup. Les fruits des efforts actuels de protection des vestiges culturels se récolteront à l'avenir. J'espère que chacun pourra mieux comprendre et se soucier du patrimoine culturel dans la limite de ses goûts et de ses capacités. Travaillons ensemble pour la protection du patrimoine culturel. Nous apporterons ainsi une grande contribution à la grande renaissance de la nation chinoise. Je m'arrête ici. Merci à tous. Merci. Merci, Monsieur Guan, pour votre merveilleux discours. Votre discours a été diffusé en ligne et de nombreux internautes qui l'ont suivi ont envoyé des questions. Elles sont très intéressantes. Monsieur Guan, bonjour. Certains disent que la protection du patrimoine culturel consiste à préserver la mémoire. D'autres qu'elle vise à protéger l'avenir. Qu'en pensez-vous? J'aimerais que chacun d'entre nous donne sa vision parce qu'il n'y a pas une seule réponse.
Oui. Vous qui étudiez l'ingénierie, je pense que la protection du patrimoine culturel, c'est protéger le présent, car ce n'est qu'à partir de maintenant qu'on peut sensibiliser le public à prendre la valeur du patrimoine et bénéficier de la sagesse dont notre ancienne civilisation a fait preuve. Je pense qu'on doit le faire maintenant. C'est un point de vue très particulier. Protéger les vestiges culturels, c'est en fait protéger notre présent. Pour moi, c'est l'avenir. La civilisation humaine se perpétuera. Alors quel genre de traces laisserons-nous? Je pense que la civilisation, c'est l'histoire. Sur cette planète? Oui, laissez juste une trace sur cette planète pour prouver que nous avons existé. À vous. Les générations futures regarderont notre présent tout comme nous regardons maintenant ce que l'histoire nous a laissé. Je pense que l'histoire ne consiste pas seulement à regarder le passé à partir de notre présent, mais aussi à regarder le présent dans la perspective de l'avenir. Ainsi, protéger le présent, c'est protéger l'avenir. Il fait une synthèse des deux. En tant que professionnel du secteur, je pense que la protection des vestiges culturels consiste à protéger leur authenticité, leur intégrité et les informations historiques qu'ils contiennent pour que le plus d'éléments possible soient transmis à l'avenir. On ne fait que transmettre le relais. Oui. Pour protéger les vestiges culturels, on doit préserver ceux-ci en tant que tels. La Chine ne fait pas que protéger leur aspect matériel, mais aussi leur subsistance spirituelle et les aspirations spirituelles qu'elles contiennent pour les transmettre comme on transmet ses gènes et son sang. Il se peut qu'à l'avenir, ces vestiges disparaissent un jour. Notre génération a pourtant le devoir de les faire passer de génération en génération. Je pense que c'est une tâche importante qui nous incombe. C'est aussi un aspect important de la protection du patrimoine culturel. Merci à tous. Quand vous vous tenez sur la scène mondiale, vous pouvez fièrement dire « Je suis chinois ». Comment le prouver? Bien sûr, vous pouvez sortir votre passeport qui dit nationalité chinoise. Mais si quelqu'un demande qu'est-ce qu'être chinois, que répondre? Je pense qu'on a besoin d'une réponse. Je pense donc que la protection de nos vestiges culturels consiste peut-être à garder en tête cette réponse, ou à garder la possibilité de l'obtenir. Et cette réponse est en lien avec une autre question. Qu'est-ce que la Chine? Merci d'avoir regardé cette émission. Merci Monsieur Guan pour votre merveilleux discours. Merci. Merci pour votre participation et merci aux internautes. À la prochaine. Merci à tous.